Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7 pour le retour du JT sur notre antenne. Ce soir, dans cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur le succès populaire que vient de connaître l'exposition consacrée à la bibliothèque du Roi René. Elle aura été vue par de très nombreux visiteurs. Dans ce journal, nous donnerons également la parole à Joseph Mogin. Il vient de passer 13 ans à la présidence de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers. Enfin, nous conclurons ce journal en compagnie de Denis Levrault de l'association D'ailleurs c'est d'ici, qui vient de publier un album à la fois CD et DVD consacré à l'histoire des ardoisières en Anjou. Mais avant de développer ces titres, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter au nom de toute l'équipe d'Angers 7 tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. Lors des 12 prochains mois, vous pourrez compter sur notre détermination pour accompagner au mieux les événements les plus marquants de l'actualité du Maine-et-Loire. L'exposition de la bibliothèque du Roi René qui se tenait au château d'Angers s'est donc terminée hier soir. L'événement a suscité un véritable engouement auprès des visiteurs. La fréquentation du monument s'en est ressentie, et ce malgré une année 2009 qui avait pourtant mal débuté avec l'incendie du logis royal. Reportage pour Angers 7 de Lisa Boval et Guillaume Gruber. Normalement, il n'est pas fixé au berceau, hein. C'est le milliard est sur le plan. La délicatesse était de rigueur ce lundi dans la galerie de l'Apocalypse. Après 3 mois de bons et loyaux services, les 48 livres de la bibliothèque du Roi René tirent leur révérence. Et ils auront parfaitement rempli leur mission puisque 52 000 spectateurs sont venus les voir. Satisfaction supplémentaire pour les organisateurs, tous les publics étaient au rendez-vous. Que ce soit des enfants, des handicapés, des groupes venant des quartiers, on a eu des visites de bon plaisir, et puis un rayonnement international aussi avec des conservateurs venus d'Erevan, de Saint-Pétersbourg, du Getty Museum de Los Angeles, et donc un rayonnement scientifique mais aussi populaire qui étaient les deux enjeux de cette exposition. Le pari est donc réussi. Avec cette exposition, le château a enregistré une fréquentation en hausse de 115% par rapport à la même période l'année dernière. Un bol d'air bienvenu, un an après l'incendie qui a rendu impossible la visite de certaines parties du château. Le logis royal effectivement est fermé depuis l'incendie. Le fait qu'il y ait une exposition a permis de gagner du public nouveau. Donc c'était assez effectivement exceptionnel. Je crois que ça participe du projet culturel que l'on va défendre ici. Pour le moment, les visites qui sont proposées par le château concernaient de manière fondamentale la tapisserie de l'Apocalypse, et on est en train de travailler avec l'ensemble des agents du château à permettre une découverte du monument, de ses jardins. La tapisserie de l'Apocalypse ne sera donc plus la seule attraction mise en avant en 2010. Les livres, eux, une fois examinés, vont repartir, direction Londres, Lisbonne ou Saint-Pétersbourg. Dans l'actualité politique de ce début de semaine, c'est bien évidemment la visite qu'effectuera Nicolas Sarkozy mercredi matin à Cholet, qui tient la vedette. Le président de la République viendra y présenter ses vœux au monde économique. Les membres d'Europe Écologie Pays de la Loire ont décidé de profiter de l'occasion pour proposer au chef de l'État de faire le voyage en train. Ils vont même jusqu'à lui offrir son billet pour ce déplacement dans la capitale des Mauges. Selon Europe Écologie, les 2 dernières visites de Nicolas Sarkozy en Maine-et-Loire ont eu lieu en utilisant l'avion, ce qui est d'après cette formation peu recommandé pour les trajets de courte distance. En fin d'après-midi, les membres d'Europe Écologie n'avaient toujours pas reçu de réponse à leur proposition. C'est en toute fin de semaine dernière que l'INSEE a communiqué les derniers chiffres du recensement de la population en Maine-et-Loire. Selon l'Institut national de la statistique, notre département compte actuellement 770 777 habitants, soit une hausse de près de 4 000 personnes par rapport à la fin de 2008. À noter que les 3 plus importantes communes de l'Anjou enregistrent une baisse de population avec moins 1229 habitants pour Angers, moins 541 pour Saumur et moins 261 pour Cholet. Même chose pour Trélazé qui perd 177 habitants. À remarquer par contre une population en hausse à Vrier et au Pont-de-Cé avec respectivement 296 et 60 habitants supplémentaires. En bref, sachez que Dominique Guillouche a finalement décidé de faire appel de sa condamnation à 20 années d'emprisonnement pour l'enlèvement, la séquestration et le viol de la petite Aurélia en novembre 2005. L'affaire a été jugée, je vous le rappelle, le mois dernier par la cour d'assises du Maine-et-Loire. Alfreda Deneux, l'ex-compagne de Dominique Guillouche, qui avait été condamnée à 12 années d'emprisonnement, n'a pas souhaité par contre faire appel de ce jugement.
Il aura été pendant plus de 13 ans le président de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers. Joseph Maugin a vu son mandat se terminer le 31 décembre dernier. Son successeur sera élu demain matin dans un contexte particulier. Depuis le 1er janvier, les caisses d'assurance maladie d'Angers et de Cholet ont en effet été regroupées pour la création d'une caisse départementale. Ce matin, lors d'une rencontre avec la presse, Joseph Maugin rappelait qu'il avait milité dès 2008 pour la création d'une caisse unique en Maine-et-Loire. Joseph Maugin a cependant déclaré qu'il comprenait l'inquiétude exprimée par des salariés des deux caisses concernés par ce regroupement. Oui, je comprends parce que c'est humain, mais en même temps, il faut savoir la dépasser. Voilà, je crois qu'on ne peut pas en permanence se faire peur, et il faut accepter le changement dans la mesure, en le négociant, mais en faisant les essais au moins nécessaires. Moi, je ne crois pas que le statu quo soit la bonne manière de faire. Allez, pour conclure cette édition, je vous propose de nous intéresser à l'histoire des ardoisières de l'Anjou. L'association d'ailleurs C'est d'ici vient en effet de sortir ce coffret que vous allez voir à l'instant, regroupant un CD audio, un DVD et un livret évoquant les différentes facettes de l'histoire du travail de l'ardoise en Anjou. Denis Levrault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de ce projet. Qu'est-ce qui a incité votre association à sortir ce coffret? Au départ, c'est un projet musical, puisque c'était un stage de musique où on cherchait un thème qui pourrait parler de l'Anjou. Et on voulait parler à la fois de l'Anjou passé, mais aussi de l'Anjou social et puis l'Anjou actuel. Et finalement, c'est tout naturellement les ardoisières qui sont sortis en quelque sorte, puisque ça permettait de parler des migrations, de parler du travail, de parler de ce qui reste aujourd'hui, et puis de faire un projet musical original avec un répertoire qui n'était pas connu. Alors il faut rappeler à nos téléspectateurs que l'association, d'ailleurs c'est d'ici, travaille très régulièrement sur, j'allais dire, cette entrée musicale. Elle permet de faire découvrir le patrimoine en faisant découvrir des chanteurs ou des chansons. Exactement, c'est par la petite histoire, on essaye de montrer un petit peu l'histoire de l'Anjou. C'est bien sûr la musique au départ. Au départ, d'ailleurs c'est d'ici, c'est un festival. C'est un festival qui a lieu tous les 2 ans. D'ailleurs, c'est en 2010, là, début juillet, à la Pointe Bushman. Et en plus de ce festival, eh bien, il y a des activités qui sont justement des activités de collecte ou de publication ou de, je dirais, de production un petit peu. Donc, on avait déjà produit Angers en chanson en 2004. Des chansons qui parlaient d'Angers, et puis on est reparti sur un autre projet, donc le projet des ardoisières. Alors revenons justement à ces ardoisières d'Anjou. L'un des objectifs de votre travail, c'est un des objectifs que vous étiez fixé, c'est de faire découvrir la diversité des métiers autour des ardoisières. C'est vrai que quand on pense aux ardoisières, on pense à ceux qui sont au fond, les gars d'Aba, comme on disait, mais il y a aussi les gars d'A-haut, ceux qui sont en haut, parce qu'il y avait toute une diversité des métiers. Bien sûr, il y avait donc les mineurs de fond, mais il y avait les fendeurs, des fendeurs sur la butte, qui au départ étaient assez indépendants d'ailleurs, après ça s'est fait en atelier, mais il y avait aussi autour de ça toute une logistique, donc il y avait des rouliers, des petits rouliers, souvent c'était des enfants qui menaient les chevaux, il y avait des charpentiers au fond pour boiser, il y avait des agents d'entretien qui étaient des ferronniers, des forgerons, puis il y a beaucoup de chevaux aussi, et puis aussi un aspect assez méconnu, c'est le travail des femmes, parce qu'à la guerre de 14, eh bien, quand les bras des hommes ont manqué, on a fait appel aux bras des femmes. Et donc elles ont travaillé pendant toute la partie de la guerre, et puis un petit peu après la guerre, mais assez rapidement, on a limité le travail féminin, mais c'est quelque chose qui était assez méconnu et qui pourtant a existé. Où avez-vous puisé les documents, où avez-vous été chercher tous les documents qui figurent notamment dans ce DVD, parce qu'il y a toute une série d'images assez étonnantes, assez surprenantes pour tous ceux qui s'intéressent à notre patrimoine, parce que c'est notre patrimoine. Voilà, alors au départ c'est vrai qu'on a fait des collectages de musique, mais en collectant de la musique, on collecte autre chose aussi, des photos, et puis on s'est dit, on est tombé sur 2 films en fait qui avaient été produits par la Mine Bleue, la première version, et on avait 2 reportages. La Mine Bleue de Noyant-la-Gravoyère. De Noyant-la-Gravoyère, voilà, parce que c'est les ardoisières en Anjou, c'est pas que Trélazé. Et on s'est dit, ces deux films-là, il faut absolument que les gens puissent à nouveau les voir. Et puis à côté de ça, on a retrouvé des témoignages, on a retrouvé des diaporamas, et donc on s'est dit, on doit pouvoir faire à côté du CD du spectacle un DVD. Alors l'intérêt, c'est qu'il y a bien évidemment beaucoup de survivants de cette époque-là, qui n'est pas si lointaine. On va faire un petit retour en arrière, revenir en juillet 1982. Alors c'est un moment fort dans le Segréen. On ferme une mine, on va découvrir un extrait, mais avant, je voudrais que vous nous en parliez. Oui, nous on est rentré dans cet événement historique, on peut dire. 1982, c'est la fermeture de Bel Air de Combray. Mais il y a quelqu'un qui a écrit un poème
qui a raconté ça. Et nous, on l'a mis en musique, c'est devenu une chanson. Et puis, on a eu la surprise de trouver des témoins, puisque c'est pas si loin que ça, mais de trouver les photos du jour même, avec la dernière remonte. Et puis, un témoin direct, Jean-Claude Péchaud, qui était ardoisier à cette époque-là, qui avait eu aussi la présence d'esprit de filmer avant de partir en retraite. Bon, eh ben on va découvrir l'extrait de ce DVD, tout de suite. À l'abattoir pour son heure dernière, va la bête qui a cessé de plaire. Ainsi fut la bien triste destinée de l'ardoisière des bel airs combrés. Le 9 juillet de l'an 82, dernière journée. Alors le 9 juillet 1982, nous sommes tous descendus comme d'habitude pour l'embauche à 7 heures. On s'est trouvé devant une carrière fermée, bloquée, où les patrons avaient tendu une barrière et cadenassé. On avait réussi à tenir jusqu'en 82 avec un certain nombre de déplacements sur Trélazé, des mutations sur la Poèze, si bien que la carrière de Bel Air ne comptait plus à l'époque que 48 ouvriers, en majorité des fendeurs, puis quelques personnels d'entretien. Qu'est-ce que vous retenez humainement de cette plongée dans l'histoire des ardoisières angevines? Déjà, une découverte, comme vous l'avez dit, différents métiers, le travail des femmes, ça a été important, et puis toute la partie des migrants. On voulait montrer qu'en fait, il y avait les gars de Trélazé, mais qui n'étaient peut-être pas là depuis des générations, mais qui ont été aidés par des Bretons d'abord, puis des Espagnols, puis des Italiens, des Portugais, etc. etc. Et puis l'idée, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que pouvaient entendre les enfants à Trélazé? Donc on a fait toute une série avec des berceuses, tout simplement, en différentes langues. Bon, allez, pour conclure rapidement, où peut-on trouver ce coffret? Il y a un site internet qui va s'afficher sur votre écran, voilà, donc, et puis il est en vente également dans un certain nombre de points. Oui, Office de tourisme, les bonnes librairies de la ville d'Angers, voilà, c'est bien. Bon, un mot sur le prochain projet sur lequel vous travaillez? On ne sait pas encore, on va voir. Mais bon, en Anjou, c'est riche, il y a ce qu'il faut. Bon, il y a un vrai patrimoine que vous exploitez au fil des années. En tout cas, merci d'avoir été ce soir notre invité sur ce plateau. Je vous rappelle donc Les Ardoisières en Anjou, publié par l'association. D'ailleurs, c'est d'ici. Merci encore à vous, Denis Levraud, d'avoir été notre invité sur ce plateau. On se retrouve demain, si vous le voulez, pour de nouvelles infos. Merci à vous pour votre fidélité à Angers 7.